Un mouvement de contestation aussi vaste qu'éphémère a secoué l'Iran entre Noël et le jour de l'an. Des manifestations dans plus de 70 villes, 3700 arrestations environ, quelques 25 morts à déplorer. On n'avait rien vu de tel depuis longtemps dans la République islamique. Mais les manifestations ont cessé donc aussi vite qu'elles avaient commencé, ce qui est plutôt inhabituel. Nos invités pour en parler aujourd'hui, d'abord par vidéoconférence, Thomas Junot, qui est professeur à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa. Il est spécialiste de l'Iran et il a été analyste stratégique sur le Moyen-Orient au ministère canadien de la Défense par le passé. Bonjour, M. Junot. Bonjour. Et en studio avec nous également, Vahid Youjessoy, qui est chercheur au Cerium et doctorant à l'Université de Montréal. Ici, il s'intéresse à l'économie politique du Moyen-Orient, notamment les politiques pétrolières et les islamistes au pouvoir. Bonjour. Bonjour. D'abord, une première question pour tous les deux. Est-ce que ces manifestations-là étaient un feu de paille ou c'est une révolte qui a été tuée dans l'œuf par le régime? Je crois que c'est un sérieux avertissement au régime qui est au pouvoir parce que les manifestations ont été tenues par les gens, en fait les plus pauvres, qui étaient qui ont longtemps été considérés comme les bastions de soutien en fait au régime, alors on les a vus scander des slogans qui ciblaient vraiment en fait les fondements même du régime. Alors même si en fait les manifestations ont été réprimées, il y a de fortes possibilités que les revendications ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Donc, c'est un sérieux avertissement au régime. M. Junot, vous êtes du même avis? Je suis bien d'accord. Est-ce que c'est une révolte tuée dans l'œuf ou un feu de paille? Un peu des deux. C'était une révolte réelle, comme mon collègue vient de le dire, basée sur des frustrations réelles, des revendications profondes qui ont surpris le régime. Mais à ce qu'on peut voir maintenant, en tout cas, rendu à la fin janvier, presque 3 semaines après le début des manifestations, ça semble être sur le déclin. Alors, oui, ça a été tué dans l'œuf, mais pas complètement, dans le sens où les problèmes, les frustrations qui ont été exprimées, elles ne vont pas disparaître à court, moyen ou long terme. Ce qui est intéressant dans ces manifestations-là, une des grandes différences avec les manifestations qu'on a pu connaître en Iran par le passé, notamment en 2009, c'est que à l'époque, on assistait, et corrigez-moi si je me trompe, mais on assistait à des manifestations surtout dans la capitale qui mobilisaient surtout les classes moyennes, alors que là, on a eu des manifestations un peu partout dans le pays et surtout dans les classes ouvrières, donc les gens plus pauvres, c'est ce que vous disiez. Oui, tout à fait. Donc, qu'est-ce que ça nous dit sur le mécontentement de la population, le fait que ce soit des classes différentes? On peut en fait identifier au moins 3 différences par rapport aux manifestations qui se sont déroulées en fait en 2009. Donc en 2009, c'était plutôt la classe moyenne qui sont manifestées, alors que en fait dernièrement c'était vraiment les classes les plus pauvres. Et si on regarde les revendications en fait, donc les revendications en 2009 étaient vraiment en fait au sein du régime. Donc c'était vraiment en fait une lutte entre les modérés et les conservateurs, alors que lorsqu'on fait attention aux revendications qui ont été scandées par les gens qui étaient dans les rues, donc les slogans étaient plus radicaux. Alors à cet égard, donc il y a vraiment en fait ces différences-là en fait à noter. M. Junot, on parle de revendications plus radicales, mais est-ce qu'à la base c'est la même frustration, une frustration économique, par exemple? Il y a un peu de tout ici. C'est difficile de généraliser. C'est sûr que l'étincelle, si on veut, qui a mené les gens dans la rue là, à la fin du mois de décembre, c'était des frustrations économiques. L'inflation, le chômage, le sous-emploi chez les jeunes, le coût de la vie, la hausse du coût de la vie, mais la corruption. Mais au-delà de ça, il y a aussi la perception au sein de la population des promesses non tenues de l'accord sur le nucléaire d'il y a 2 ans qui devaient apporter des bénéfices économiques à la population. Ça n'a pas été beaucoup le cas, surtout à l'extérieur de Téhéran. Mais quand ça s'élargit un peu, quand on gratte sous la surface un peu, au-delà des étincelles là, qui ont mené les gens dans la rue, ce sont des frustrations quand même très politiques. La corruption, c'est un phénomène profondément politique. La mauvaise gestion de l'économie du pays, c'est profondément politique. Alors, à ce niveau-là, ça se recoupe un peu. Ce qui est très inquiétant pour le régime dans ce qui s'est passé là, dans les dernières semaines, c'est que les classes ouvrières, les classes plus pauvres, dans les plus petites villes à l'extérieur de Téhéran, c'est des endroits où traditionnellement on pensait que le régime bénéficiait d'un certain soutien quand même. Le régime de la République islamique, c'est un régime qui est assez légitime aux yeux de plusieurs secteurs de la population en Iran. C'est pas un régime qui est universellement détesté.
quand les étudiants, la classe moyenne à Téhéran manifestent dans la rue, c'est inquiétant pour le régime, mais jusqu'à un certain point, c'est pas surprenant. Ça n'atteint pas la base. C'est ça. Ce qui est arrivé dans les dernières semaines, c'est surprenant, mais pour les analystes, pour le régime, évidemment, ça doit nous mener là, un peu à questionner ce qu'on pensait. Là. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose? Un autre point que j'aimerais ajouter, en fait, c'est que, donc, on dit souvent que la classe moyenne n'a pas vraiment participé dans les manifestations, mais l'une des raisons, pour lesquelles on n'a pas vraiment eu une grande participation de la classe moyenne à Téhéran, c'est que, donc, la présence, alors, sécuritaire, ou en fait, la présence policière à Téhéran était plus importante qu'ailleurs, en fait, en Iran, parce que le régime, alors, donc, ne s'attendait pas vraiment, en fait, à ce qu'il y ait vraiment des manifestations à l'extérieur de Téhéran. Donc, le régime avait vraiment mis toute sa force à Téhéran. Alors, donc, on a vu des manifestations à l'Université de Téhéran, alors qui est le bastion de toutes sortes de manifestations contre le régime historiquement. Mais en fait, ces manifestations ont été très vite opprimées. Donc, si la présence policière à Téhéran était moins importante, est-ce qu'on aurait eu plus de manifestations? Ça, c'est une question à se demander aussi. Est-ce qu'il y a aussi une certaine colère à l'endroit des élites religieuses? Parce que, évidemment, la corruption, vous le disiez, c'est politique, mais dans cette colère-là, c'était aussi lié au désir de transparence du président qui a dévoilé les sommes d'argent qui étaient consacrées aux élites religieuses. Ça a fâché beaucoup la population. Est-ce que la population commence à en avoir un peu marre de ce régime religieux-là? Ce qui arrive en Iran, c'est que historiquement, en fait, donc c'est un régime qui a fourni en fait certains services de base par l'entremise de subventions ou en fait donc par l'entremise de l'argent qui est donné vraiment en fait à leurs fidèles. Mais suite aux sanctions qui ont été imposées, qui ont été très très dures sur l'économie iranienne, on a eu on a vu plusieurs coupures en fait. Et donc, on a vu une détérioration très palpable dans la qualité de vie des gens, en fait, les plus pauvres. Et donc, au-delà de ça, donc, on a vu donc, le budget des institutions religieuses qui ont augmenté. Puis lorsque la population s'est rendue compte de ça, alors que le régime leur avait dit auparavant qu'on va faire une austérité à l'économie, donc l'économie ne va pas très bien, donc ça les a vraiment fâchés. Donc c'était vraiment je pense que donc la dernière goutte qui a fait déborder le vase. C'est ça. Thomas Junot, je vous vois hocher de la tête. Non, je suis bien d'accord avec ce que mon collègue vient de dire. Encore une fois, je pense que les manifestations des dernières semaines, c'est un message surprenant pour le régime parce que le régime iranien, c'est pas un régime qui est démocratique dans son ensemble, c'est un régime qui est brutal, qui est répressif, mais c'est un régime qui a toujours considéré qu'il était quand même assez à l'écoute de sa population et qui comprenait ce qui se passait dans le pays. Et à ce niveau-là, les manifestations des dernières semaines ont été une surprise et on représente un avertissement sérieux pour le régime. C'est pas une menace existentielle, en tout cas pas pour le moment. La survie même du régime n'est absolument pas menacée là, à court ou même à moyen terme, mais j'ose imaginer que ces jours-ci, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, il y aura une remise en question assez importante là, à Téhéran, au sein des plus hautes sphères du régime, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, mais aussi quel genre de menace ça représente là, à plus long terme. Mais est-ce que vous y voyez aussi un rejet de la place que les élites religieuses occupent dans le régime? Un rejet, pas nécessairement. Il faut faire attention. Il n'y a pas vraiment de suggestion là, ou de preuve, je devrais dire, qu'on parle d'un rejet massif de la nature même du régime. Dans plusieurs cas, ce qui amène les gens dans la rue, c'est non pas ce désir de rejet-là, mais même s'il est parfois là, c'est des revendications beaucoup plus immédiates au niveau du coût de la vie, au niveau de la corruption et ainsi de suite. Alors, un rejet de l'identité même du régime, il y en a un. Il y a des minorités, des secteurs au sein de la population qui le rejettent carrément, mais beaucoup de gens qui sont allés dans la rue ne vont pas nécessairement jusque-là non plus. Là. Il y a un élément dont on doit absolument parler, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est l'accord sur le nucléaire iranien avec les États-Unis. On ne peut pas faire abstraction de ça. Ça a quelque chose à voir dans les manifestations actuelles. Oui, effectivement. Donc, même si l'Iran, a signé l'accord sur le nucléaire, les promesses qui ont été faites par les États-Unis, donc, n'ont pas été complètement tenues. Donc, l'Iran est toujours plus ou moins coupé, du système bancaire. Donc, certaines sanctions bancaires n'ont pas été complètement enlevées, alors ce qui fait, des ravages à l'économie iranienne. Alors, c'est pour ça
en fait, l'une des raisons pour lesquelles en fait, les gens étaient dans les rues, c'est que donc, les bénéfices escomptés de cet accord nucléaire ne sont pas vraiment... donc, je pense que, en fait, on n'a pas vraiment eu... On n'en voit pas la couleur. C'est ça, effectivement. Mais là, les États-Unis de Donald Trump veulent s'en retirer, ou en tout cas le durcir. Ça, c'est pas de bon augure pour Téhéran. Bien, que veulent exactement les États-Unis de Donald Trump? Je n'ai pas de réponse précise à cette question-là. Il y a une confusion, une ambiguïté là, autour de la position officielle américaine. Donald Trump, s'il avait vraiment voulu s'aborder l'accord sur le nucléaire de 2015, ça aurait probablement déjà été fait. On croit que c'est ce qu'il veut et que beaucoup de gens autour de lui, son chef de cabinet, le secrétaire d'État, le secrétaire à la Défense, le convainquent pour le moment, en tout cas, de ne pas le faire. Donc, l'accord survit. Il est un peu fragilisé, on ne peut pas le nier, mais il survit. Qu'est-ce qui va se passer en 2018? C'est comme toute autre politique américaine là, de ce temps-ci, c'est extrêmement difficile à prédire. Moi, j'ai plutôt l'impression, mais je ne suis pas particulièrement confiant là, dans mon pronostic non plus, que l'accord en bout de ligne va survivre. Le Congrès, l'administration vont trouver une espèce de compromis là, qui va permettre notamment à M. Trump je ne veux pas dire de sauver la face, mais en tout cas de ne plus avoir l'obligation légale aux États-Unis de renouveler, de recertifier l'accord, à tous les 90 jours, ce que M. Trump déteste faire. La question que ça pose, c'est si l'accord n'est pas formellement sabordé par les Américains, mais continue à être fragilisé, est-ce qu'à un moment donné, il va s'écrouler sous le poids des contradictions de plus en plus importantes? À un moment donné, ça va être difficile, là. Il nous reste peu de temps. Brièvement, l'Iran est quand même une puissance régionale très importante. Quel impact la situation actuelle et future, là, avec ce qui va arriver avec l'accord, aura sur les pays de la région? Il va peut-être y avoir une remise en question par rapport à l'argent que l'Iran met, en fait, dans les conflits, en fait, régionaux comme la Syrie ou, en fait, l'Irak, ou, en fait, donc, le soutien iranien à Hezbollah au Liban. Parce que précédemment, ces montants d'argent ont été octroyés vraiment, j'imagine, sans aucune consultation. Donc, ça va vraiment amener plus de consultations au sein du régime, peut-être, avec les modérés, alors qu'ils vont essayer de baisser, j'imagine, ce montant d'argent. Et M. Junot, si l'Iran met moins d'argent dans les conflits autour, quelle sera la conséquence de ça? Bien, premièrement, moi, je ne suis pas convaincu que l'Iran va effectivement baisser son soutien le matériel et financier à ses partenaires à travers la région. Ça reste à voir. Pour le moment, je pense que ce qui est plus plausible à court moyen terme, c'est que l'Iran soit plus discret quant à ce soutien-là pour moins éveiller là, ces revendications-là au sein de sa population. On n'en est peut-être pas encore au point où il baisserait ce soutien-là. De toute façon, le soutien iranien, dans la majorité des cas, n'est pas particulièrement important en termes quantitatifs. C'est plus comment l'Iran le fait. Alors même si l'Iran baisse son soutien à certains de ses partenaires de quelques centaines de millions à un peu moins de centaines de millions, il sera encore capable de faire beaucoup de choses. Je vous remercie beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait. Thomas Junot, professeur à l'Université d'Ottawa, et Vahid Youdjessa, chercheur au Cerium ici à l'Université de Montréal. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous.